Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui, sur recommandation d'ailleurs de Thomas Pédegaille de Email Club, qui est un habitué du panier et des invités du panier, Timothée et Louis qui sont les cofondateurs de Un Bon Maillot, que vous pouvez retrouver sur unbonmaillot.com, spécialisé foot mais qui existe aussi maintenant pour le rugby et le basket. À quelle adresse ? À Épinal, dans les Vosges. Et quelle adresse de site pour le basket et le rugby ? unbonmaillotrugby.com, unbonmaillotbasket.com. Tout con. Très simple. J'imagine qu'il y aura peut-être des déclinaisons, mais on en reparlera. Une histoire intéressante de deux potes de collège qui avaient fondé, vous aviez fondé Je Book un sportif, dont on parlera dans pas longtemps, qui marchotte quelques années, et puis un jour, boum, pivot sur une super idée pour lancer Un Bon Maillot, qui est une entreprise originale. Tu m'as dit ça tout à l'heure, Louis, une entreprise originale spécialisée dans les coffrets mystères de maillots de foot. Alors j'ai plein de questions, moi qui suis un aficionados du foot, non, pas du tout spécialisé dans le sport, donc c'est intéressant, j'aurais plein de questions. Un beau carton, puisque après ce pivot, vous faites, la boîte commence à grossir. En 2023, il y a un an, enfin en clôture 2023 plutôt, puisque vous clôturez en juin, vous m'avez dit comme les clubs de foot. Exactement. À la clôture de juin dernier, vous faites 2,7 millions. À la clôture de juin, là, en 2024, vous avez fait à peu près 4 millions. On enregistre un peu avant la clôture, mais l'épisode sort après. Donc, boule de cristal. J'ai dit 4 millions de plus. Non, 4 millions de plus, pardon. Millions de plus. Ouais, vous finissez à 7 millions, donc fois 2,5 en l'espace d'un an. Une grosse hypercroissance, autofinancée, depuis Épinal, comme tu me l'as dit, Tim, il y a 2 minutes. Sujet qu'on va aborder évidemment. Alors, j'ai envie de creuser le marché du maillot sportif et du club de sport en Europe. Il y a plein de choses que je ne sais pas, et surtout ça m'a toujours eu l'air très complexe parce que c'est tripartite très souvent. T'as un club, t'as un producteur, t'as des royalties, enfin t'as plein de choses. J'aimerais comprendre comment vous vous insérez là-dedans. Comment tu t'approvisionnes, parce que c'est aussi souvent, tu peux pas les acheter partout, il me semble. On va parler de BFR parce que vous êtes autofinancé, et comment dans un cadre d'hypercroissance où tu fais x2,5 et que tu vends presque 200 000 t-shirts là cette année, c'est maillot, excusez-moi. Comment tu le finances ? Il me semble que vous avez changé de nom, on parlera aussi un peu de ça. On va parler d'omnicanalité, vous êtes à 99% en ligne pour l'instant, mais vous m'avez parlé de boutique. Alors il y a une boutique à Épinal, Centre du Monde, il y en aura peut-être d'autres, vous allez m'en parler. Vous êtes chez Decat, ça c'est cool. J'ai pas eu beaucoup d'invités qui étaient chez Decathlon, donc on pourra en parler. Et puis on parlera de marketing évidemment, qui veut être mon associé, l'utilisation de l'email et des ads. Et ça nous fait déjà un beau programme. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Ah oui, merci de nous accueillir avec grand plaisir. Je book un sportif, c'est quoi ? Alors je vous regarde à tour de rôle, vous répondez. Celui qui veut répondre, vous êtes là tous les deux. Et je ne l'ai pas dit, pardon, chers auditeurs et auditrices, mais si vous écoutez cet épisode mais que vous voulez nous voir, il est évidemment disponible sur YouTube. Génial. C'est quoi Je book un sportif ? Je Book un sportif, c'est notre premier projet entrepreneurial commun. C'est notre premier vrai test, et c'était une agence qui mettait en relation des sportifs de haut niveau avec des marques, des entreprises et des particuliers. C'était une agence de celebrity marketing. Celebrity marketing, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et ça a marché ? Combien de sportifs dans le... On avait un panel de 500 sportifs à peu près, au bout de quelques mois. En fait, on a démarré l'activité en ayant quelques contacts dans le monde du sport et du foot. Comment ça se fait ? Il s'avère que je travaillais un petit peu dans l'univers foot comme agent sportif. C'était ma première. En fait, le foot, ça a toujours été agent sportif. Le foot, c'est un peu un jugement. Le foot, ça a toujours été. Non, le foot, ça a toujours été notre passion. Non, mais on l'a pas abordé pendant la préparation. C'est pour ça que je m'en étonne. Mais parce que je le mets pas forcément très en avant. Mais c'est surtout ce qui nous a permis de. En fait, c'est un peu cette première petite pierre dans l'écosystème et dans l'univers foot finalement. On est parti un peu de ça. Donc on avait ce réseau-là. On peut s'improvisionner agent sportif ? Non. Un agent sportif, en gros, c'est celui qui va aider un sportif à bien manager sa carrière et se vendre ou se placer. C'est là ça. où il faut. Ok. Moi, j'allais un petit peu plus loin parce que les vraies compétences entre guillemets que j'avais, c'était surtout dans l'image, gestion de l'image, etc. Donc je m'associais surtout avec des gens compétents juridiquement qui eux pouvaient gérer la partie contractuelle et sportive, et moi j'amenais notamment surtout cette partie gestion d'image, etc. Donc en cumulant tout ça, je me suis bien amusé pendant 3-4 ans. Ça a marché ? Ça a plutôt bien marché. Comment il se rémunère un agent ? Un agent, il se rémunère, c'est une commission qui est obtenue sur la durée de contrat et le salaire. Ça fait une petite commission qui peut être très très grosse si le joueur
un très gros salaire, etc. Enfin, le problème, c'est ça aussi, le souci de cet univers, c'est que tout est un peu dirigé, entre guillemets, par l'argent. Donc si tu le fais pour l'argent, c'est pas cool. Si tu le fais par passion pour le foot, c'est extraordinaire. Parce que moi, mon petit kiff, c'était de pouvoir aller dans les stades, voir des joueurs, être invité, etc. Et au bout de 3-4 ans, j'avais envie de faire autre chose. T'es indépendant ou t'es dans une boîte d'agents? Les deux. Tu peux soit être indépendant, soit être dans une boîte, c'est au choix. Et donc toi, t'étais indépendant? J'ai commencé indépendant, ensuite j'ai rejoint une boîte espagnole. Et puis, qui est venu te chercher pour quoi? Qui est venu me chercher pour apporter des joueurs français en Espagne. En fait, j'étais un peu leur Donc vieux... qui est venu chercher ton carnet d'adresses? C'est ça. Ok. Et donc ton métier quand t'es indépendant, c'est quand même d'aller scouter Exactement. des clubs pour voir des petits jeunes que tu peux aller vendre. Des petits jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs. Jeunes, ouais. Mais que tu peux aller vendre dans d'autres clubs un peu partout dans le monde. Ok, business intéressant, je serais curieux de creuser. Donc vous avez déjà un petit réseau et puis vous lancez Je book un sportif pour mettre en relation ces sportifs ou des sportifs avec des marques. Quel cas d'usage? Un peu tout. Ça peut être pour plein de cas d'usage, ça peut être pour des conférences, ça peut être pour des team building. Demain, vous avez envie d'aller skier avec le champion du monde de ski, on donne la possibilité là. Ça, c'est marrant, mais on le dit souvent. Des choses très simples, ambassadeur de marque, placement de produits, enfin tout ce qui se faisait un peu dans l'influence à l'époque, mais avec des sportifs de haut niveau. Donc qui ont une image complètement différente, etc. C'est marrant parce que j'ai le sentiment, c'est assez empirique, que ces dernières années, on voit plus de sportifs de haut niveau dans le business aussi. Y a Tony Parker qui veut être mon associé, on va en parler. Il y a Blaise Matuidi, si je dis pas de bêtises non plus, qui fait pas mal d'invest. Ça bouge, ça change. Ou c'est moi qui le remarque maintenant alors que c'était déjà le cas avant? Surtout pour ceux qui sont en jeune retraite. Ils viennent d'arrêter leur carrière et ils se reconvertissent assez rapidement. Ils ont en général des réseaux sociaux qui sont assez étoffés en termes de notoriété, en termes de followers, etc. Donc certains se reconvertissent rapidement. C'est surtout que c'est médiatisé. Je pense qu'avant on n'en parlait pas, mais ça se faisait déjà. Aujourd'hui on le médiatise, donc on en a beaucoup plus conscience parce qu'on le voit. Mais pour moi déjà à l'époque, il y a déjà 7, 8, 10 ans, c'est des choses qui se faisaient, mais on n'en parlait pas autant. Aujourd'hui, c'est cool de le dire et de le valoriser, mais à l'époque, on n'en parlait pas forcément. Ouais, et puis combien de stars, cinéma ou musique, monétisent leurs audiences pour créer des boîtes. Tu vois, Fenty avec Rihanna qui revend, je sais pas, quelques milliards à centaines de millions, je sais plus, à LVMH. L'autre, l'acteur de Deadpool, comment il s'appelle, Ryan Reynolds, je vais pas dire de bêtises, qui a 3-4 boîtes, il a une boîte dans les alcools, il avait une boîte de pub, qui faisait des vidéos de pub, et en fait il utilisait son influence, son audience pour monétiser ses propres marques. C'est assez malin. On est très très loin du sujet. Le Covid arrive et forcément ça met un coup de frein à l'activité de Je book un sportif. Ça marchait très bien, ça marchait un peu, ça marchotait. C'était quoi l'histoire? Ouais, il faut dire les choses. Je pense que ça marchotait. Après, on se donnait pas forcément les moyens non plus que ça cartonne. Toi, Tim, tu bossais en parallèle, hein? Ouais, toi aussi? Oui, on travaillait tous les deux en parallèle. On le fait sur notre temps libre et surtout pendant nos études. Donc on est très jeunes, on n'a pas forcément les codes de l'entrepreneuriat. C'est une première expérience, un premier échec aussi. Faut pas avoir peur de le dire, mais c'est un vrai échec. Et effectivement, le Covid arrive et là, il y a une grosse question qui se pose. Est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on continue? Tu m'as parlé tout à l'heure d'un premier prévisionnel en tant qu'anecdote sur le Je book un sportif. Sur un bon maillot, on avait un super prévisionnel. Ah, sur un bon maillot, ouais, pardon, ok, d'accord. Excuse-moi, donc, tu dis que c'est un échec, vous êtes potes de collège, échouer quand t'entreprends, même quand c'est un side business, et en plus entre potes, tu peux te poser la question de est-ce qu'on repart ensemble ou pas? Vous vous êtes posé cette question? Je pense que, en tout cas moi en ce qui me concerne, après il donnera sa réponse sur lui, mais moi je me suis pas du tout posé la question parce que ça peut être considéré comme un échec, mais je considère pas ça comme un échec. Au contraire, on a appris plein de choses. On a appris surtout qu'on était complémentaires et qu'on pouvait bosser ensemble. Et ça, pour moi, c'est ça qui est le plus important et qui a le plus de valeur dans ce projet-là, au-delà du business autour. Est-ce qu'on a gagné de l'argent, pas d'argent? Ce qui était cool, c'est on a construit quelque chose ensemble. On a réussi à construire quelque chose ensemble. On a réussi à travailler tous les jours ensemble sur ce projet. Donc on est largement capable de le faire pour autre chose. Pivot. Premier confinement. Et là, c'est... on a envie de faire d'autres choses. Ouais. Donc on se stimule. Dans le sport. Pas forcément. Pas forcément dans le sport, mais le sport, ça reste notre passion de base. Donc tous les jours, on s'envoie des trucs, on se demande ce qu'on peut faire d'autre, est-ce qu'on n'a pas d'autres idées, est-ce qu'on peut pas développer d'autres choses. Et puis vient l'idée à l'époque de Le Bon Maillot, qui aujourd'hui s'appelle Un Bon Maillot, mais à l'époque c'est Le Bon Maillot. Et l'idée, elle est très cliché, puisque c'est une idée qui naît un matin un peu dans une chambre.
Et on se dit, bon, bah écoute, c'est sympa, on échange un peu tous les deux. Et on se dit, laissons-nous 15 jours. Pendant 15 jours, je fais un PowerPoint. Et 15 jours après, je le présente à Tim. Je lui dis, voilà comment j'ai imaginé le truc. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Qu'est-ce que tu rajouterais dessus pour que ce soit un peu plus viable et possible? Et puis, il me dit, ok, super, on y va, on fonce. Donc, il n'y a même pas une once d'hésitation. C'est, ok, très bien, on y va. Et c'est là, cette fameuse anecdote du prévisionnel que je vais raconter. Du PowerPoint, ouais. Le prévisionnel, au départ, on dit, allez, on va vendre un maillot par jour la première année. Ça aurait déjà été super. Ouais, 365 maillots, du coup. Et là, je lui dis, mais en fait, on va vendre beaucoup plus. C'est un potentiel de fou. Et c'est parti. Donc là, et l'année 1, vous en vendez combien? Tu te souviens? L'année 1, on est à peu près à 4000 maillots. 4000, ok. Et ça, c'était 2020 ou 21, l'année 1? Juillet 2021 à juin 2022. 4000. Ouais. À fin 2022, vous en avez vendu 4000. À fin 2023, il y a un an, vous en avez vendu pour 2,7 millions à quoi? 40, 50 ouais, c'est à peu près 40 000. 40 000. 4 000, 40 000, 170 000. Beau gosse. Alors, juste panorama marché. Un maillot, moi que je sais pas, quand tu vas sur une boutique Nike ou PSG des Champs-Élysées, ça coûte 50, 100, 150 balles. Il y a il y a différentes gammes en plus, non? Il y a différentes gammes, mais aujourd'hui, les prix moyens d'entrée, peu importe la marque, il n'y a quasiment aucun maillot neuf de la saison en cours qui commence en dessous des 80-90 euros. Et ça peut aller jusqu'à 200 euros. Cette année, on avait battu le record. Maillot Real Madrid, manche longue, full patch, 200 euros. 200 euros. Et ça, c'est le pro ou c'est le. Parce qu'il la gamme pro. Il y a une gamme pro et une gamme qui s'appelle Replica, c'est ça? C'est ça. La gamme pro est surtout destinée à la base aux joueurs. Okay. Ils jouent avec ce type de produit. C'est un produit qui est beaucoup plus technique, qui a des fibres différentes, etc. Mais quand tu achètes un gamme pro, c'est celui qui porte sur le terrain? Ils portent le même. En tout cas, ils ont le même produit, de la même matière, avec la même texture, avec la même. Pourquoi tu me reprends? C'est pas seul. Si j'achète un gamme pro, tu me dis ils portent le même produit, mais c'est pas le même. Parce qu'en fait, il y a un énorme marché sur le maillot porté. Ouais. Et en fait, les maillots portés par les joueurs, ils sont uniques. C'est comme une œuvre d'art. Ils ont été portés une seule fois pendant un match. Ceux-là, on peut pas les acheter à part si sur un marché parallèle, si tu as des contacts. Le maillot déjà porté. Voilà. D'accord. Mais celui que j'achète en gamme pro, c'est celui qu'un joueur va mettre sur le terrain pour jouer, sauf qu'après il aura de la valeur. Ouais, ok, compris. Donc gamme pro, 200 balles pour les plus chers, c'est ça. Et une gamme grand public. Saison en cours, 80 euros. Entre 80 et 120 euros en fonction de l'équipe. Et ça va monter, non? Il n'y a pas le. Ouais. C'est quoi? C'est Nike qui a pris le marché du maillot des équipes nationales pour 100 millions en royalties, en achat, pardon, à la France et à l'Allemagne, là, pour à l'Allemagne. Ouais. Donc c'était Adidas qui avait le marché du maillot national de l'équipe allemande. Et Nike qui a pris le marché et que ça a coûté 100 millions. C'est ça? En fait, c'est des appels d'offres. Tous les 2 ou 4 ans, tous les 4 ans, je crois, les sélections lancent des appels d'offres et chaque équipementier peut se positionner. Et là, ça a fait du bruit parce que Nike a piqué l'Allemagne à Adidas. Quoi. Ça faisait plus de 50 ans, non? Beaucoup plus, peut-être. Et ok, et c'est pour une équipe nationale. Et j'imagine que tu portes plus facilement le maillot d'une équipe. Enfin, il y a plus d'intérêt au maillot d'une équipe, enfin d'attache peut-être, qu'à une équipe nationale, non? Est-ce que mon point est le suivant. Est-ce que ça fait pas peut-être peur aux équipementiers qui vont se dire putain, si on paye 100 millions pour le maillot allemand, qu'on va en payer pour le, je sais pas, Dortmund ou Mannheim? Non, pour moi c'est beaucoup moins cher les clubs que les sélections. La sélection, c'est le pays entier, c'est les 80 millions d'Allemands, etc. C'est quand même, c'est quand même différent. Il y a pas ce même rapport aux appels d'offres, au prix ou autre, c'est quand même différent. Et pour aller au bout de la réflexion et la compréhension, sur un maillot, il y a Nike, je sais pas, prenons PSG, on est à Paris. Non, Épinal. Ok, prenons Épinal. Épinal, allez, vous êtes d'Épinal. C'est qui l'équipementier? C'était Erea jusqu'à cette année. Et maintenant? Puma. Donc, tu as Puma pour le club de foot d'Épinal qui s'appelle le SAS Épinal. Le SAS Épinal. Sur ce maillot, tu as aussi des logos de marques qui payent qui? Il y a nous d'ailleurs, en gros, sur le ventre. Il y a vous êtes le sponsor principal. du ça faisait SAS sens. Épinal. Ouais, on s'est dit, on est né à Épinal, on a joué à Épinal. Mettre un vendeur de maillot sur un maillot. Mais donc, s'il y a le logo d'un sponsor, il paye qui? Nous, on paye le club. Vous payez le club? En tant que sponsor, ouais. On a payé le club pour être affiché sur le maillot du club. Et il y a d'autres sponsors à Épinal? Ouais. Qui? Constructeur du bois. Enfin, je sais pas si on peut en faire la promotion, mais il y a Constructeur du bois. Constructeur du bois, il a payé le club pour pouvoir mettre son logo sur le maillot.
l'équipementier produit le maillot avec votre logo et les autres sponsors. Ok, c'est tout à comprendre. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Combien de t-shirts en Europe? De clubs? Maillots, pardon. Il y a à peu près 1 millier de clubs professionnels. Chaque club a entre 3 et 4 maillots. Professionnel, ça veut dire quoi? Ligue 1, Ligue 2? Dont les joueurs vivent du foot, entre guillemets, qui ont un statut professionnel. Donc ça peut aller jusqu'en 3e ou 4e division en Angleterre, typiquement. Mais oui, grosso modo, c'est 1000 clubs, 3 à 4 maillots par club par saison. Pourquoi? Chaque saison, le maillot est renouvelé. Ça va pas être déjà, tu as 2 couleurs en plus, non? Tu as domicile extérieur, mais souvent tu as le 3e ou le 4e ou le Coupe d'Europe. Enfin, il y a plein de manières de faire des maillots. Il y a des maillots série limitée pour des événements, Octobre Rose, etc. Enfin, du coup, il y a toujours des nouveaux maillots qui sont produits, etc. Chaque année. Ça se renouvelle. Ouais, c'est un business. Mais donc, 1 millier de clubs, 2, 3, 4 maillots par année par club. Et combien de maillots vendus chaque année en Europe? Un peu plus de 20 millions. Ouais, c'est ça. Un peu plus de 20 millions de maillots. 20 millions de maillots. Et vous en avez vendu 200 000, j'arrondis très à la hausse, mais a priori à fin juin 2024. Ok, 20 millions de maillots. Et j'imagine qu'entre le SAS Épinal et le PSG ou Dortmund ou Barça, c'est pas les mêmes volumes. C'est ça, parmi les 20 millions de maillots, il y a à peu près une grosse dizaine de clubs qui se partagent, qui vendent plus d'1 million de maillots. Chacun. Et du coup, tous les autres clubs qui se partagent les 5, 6, 7 millions restants. Quoi. Ok. Ok. Je comprends. Donc, PowerPoint. On va en vendre un par jour et finalement, t'en vends 4000, donc presque 10 fois plus que ce que vous avez prévu. Comment vous lancez? Comment tu t'approvisionnes? C'est facile de rentrer dans le marché? J'ai l'impression que... En fait, c'est une anecdote qu'on aime bien raconter. À l'époque, on habite chacun à Strasbourg, Metz, Épinal. On navigue un peu entre les 3 villes. Et on contacte un premier club, le FC Metz, et le responsable du magasin. Et il nous dit, j'ai 500 maillots, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Et là, on est un peu flou dans notre approche. Ok, ça va être pour faire des cadeaux à nos clients. À l'époque, on achète encore avec notre ancienne boîte. Je bouquin sportif. Et le deal se fait, on achète les 500 maillots et on fait ça avec tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2 aussi, et la plupart des clubs en Europe. Donc ça nous permet de nous approvisionner en appelant les boutiques. En appelant les boutiques ou en envoyant des mails aux boutiques de tous les clubs en fait. Et ça nous permet de tenir à peu près la première année. Donc nos 4000 maillots en fait viennent de toutes les boutiques. Et c'est des maillots de l'année en cours? Ça peut être des maillots de l'année et en cours et des saisons d'avant. Et des saisons d'avant. Mais donc ton prix d'achat... tu m'as dit tout à l'heure que l'année en cours pour les bons clubs, ça va jusqu'à 80. Mais vu qu'on était en fin de saison, ils étaient sur le point de les... Un côté déstockage. Voilà, en fait, nous, c'est une étiquette qui nous a longtemps collé, qui a été longtemps collée sur notre dos, si je puis dire. Mais à la base, les gens disaient oui, mais vous vendez que des invendus. Et c'est vrai que la première année, tout ce qu'on arrivait à trouver, en tout cas, c'était des invendus. Puisque les clubs avaient toujours un peu du surstock ou du stock dormant parce qu'ils n'avaient pas réussi à le vendre l'année d'avant ou l'année en cours. Donc nous, on se positionnait un peu, alors le mot n'est pas très sexy, mais comme un déstocker finalement. Et petit à petit, le premier été, donc en juillet 2022, la première fin de bilan, là d'un coup, en quelques jours, on explose. Mais vraiment, on change de dimension d'un coup, et c'est en l'espace de 4 ou 5 jours. Je sais que c'est assez fou à dire, mais en fait, on se retrouve à faire... en 24 heures ce qu'on faisait habituellement en une semaine, puis à faire en 24 heures ce qu'on faisait en un mois, parce que d'un coup TikTok a changé notre vie, si je puis dire, parce que ça a changé la dimension de la boîte en 4-5 jours. C'est quoi le trigger? Tout bidon, TikTok, il y a encore 2-3 ans, n'importe qui pouvait très vite faire des vidéos virales. Et il y a un ou deux mecs qui se mettent à se filmer en train d'ouvrir notre colis et de le publier sur TikTok. Mais l'algo, il adore, parce que le maillot, tu le découvres à la fin. Donc le temps qu'il ouvre le colis, qu'il sorte le maillot, qu'il le porte. Donc tout le monde reste jusqu'au bout. L'algo, Schling, il dit, purée, les gens, quand c'est ce contenu-là, ils vont jusqu'au bout. Donc je vais favoriser ce type de contenu. Et il y a du coup ce premier ou ce deuxième client qui fait une vidéo virale, plusieurs centaines de milliers de vues. Et tout le monde se dit, mais moi aussi, je veux faire ma vidéo virale. Et là, d'un coup, on a des centaines et des centaines de clients qui publient sur TikTok. Et on a des vidéos qui font des millions de vues. Et ça, en l'espace de 5, 6, 7 jours. Et on change de dimension d'un coup. Ça, c'est la fin de la première année? C'est la fin de la première année. On se retrouve à faire quasiment en un mois ce qu'on avait fait dans l'année.
Ok, donc ça veut dire que tu as fait 2000, à peu près 2000 t-shirts sur les 11 premiers mois et 2000 sur le dernier. En fait, on va parler en chiffre d'affaires. Ouais. Au 30 juin, on clôture la première année à 180 000. Ouais. En juillet, on fait 180 000 euros de CA. Oui, d'accord, que tu as fait 180 000 sur ta première année, 180 000 le mois suivant. C'est ouf. Et là, on se dit, oh. Merci TikTok. Donc, en plus, ça coûte 0. Et ça coûte 0. Ouais. 100% organique, on dépense pas un centime. Et là, surtout, on prend peur parce qu'on se dit, waouh, on vient de vendre en un mois ce qu'on a vendu en un an. Il n'y a plus de maillot nulle part. Comment on fait ? Il faut qu'on aille à la source. Parce que quand on achète à un club, il est intermédiaire finalement entre l'équipementier et nous. Donc, on n'achète pas à des tarifs suffisamment intéressants et surtout, il n'y a pas le volume qui peut nous permettre de continuer à grandir. Donc, cet été-là, 2022, on se dit, ok, maintenant on attaque les marques. T'as un enjeu fond de roulement aussi, là, hein. Avant même l'hypercroissance que vous avez connue sur les 2 dernières années, on y est presque d'ailleurs, mais et avant d'accélérer là-dessus, t'as vendu 4000 t-shirts la première année, il a fallu les acheter. Je sais pas quel est un prix moyen, je vais dire, allez, 10 balles négociées, 15 balles négociées. Je suis loin du compte. Ouais, plus 25. Plus 25. Ouais, ok, putain, tu vois, j'étais à la baisse. Et il faut les sortir aussi. On gagne pas un euro la première année. La première année, on gagne pas un euro. Mais tu t'endettes un peu ou pas ? Ou t'arrives à financer avec tes ventes ? En fait, on endette avec nos ventes parce qu'avec notre aujourd'hui, enfin, on choisit Shopify en fait comme prestataire. On a les règlements de clients qui arrivent sous 3-4 jours. Et en fait, on se sert de cette réseau-là pour acheter nos maillots et faire nos commandes. Tu payes à combien ? On paye comptant. La première année, on paye tout comptant. La première année, on paye tout comptant. En fait, on gagne du temps sur les délais de livraison. On dit à notre client, bon, bah, t'as commandé chez nous, ça va arriver dans 6-7 jours. Ça arrivera pas demain. On n'est pas Amazon, on te livre pas en 24 heures. Ah, pardon, tu commandes après avoir reçu ta commande. La première année, on est obligé de faire ça. On est en flux, mais plus que tendu. Les gens, on devrait pas le dire, mais c'est une anecdote qui est sympa. Mais la première année, les gens qui achètent chez nous, en fait, on utilise leur vente pour pouvoir acheter leur maillot en réalité. Et il se passe ça pendant un an. Sauf que petit à petit, au lieu d'acheter un maillot, on en achète 2. Au lieu d'en acheter 2, on en achète 5. Au lieu d'en acheter 10, on en achète 20. Et on commence à se constituer un petit peu de stock d'avance. Donc, il y a une petite anecdote qu'on aime bien raconter. La première vente, juillet 2021 du coup, on a une vente, on savait même pas que... la première alerte Shopify qu'on a, on court j'habite à 5 minutes de Marc Avenue, à côté de Metz. Je cours au magasin Adidas pour un maillot de la Juventus. Il me coûte 50 € le maillot. Tu l'as vendu à combien ? 40 et quelques. Bien. C'est un business qui marche, ça. Puis on n'a plus jamais eu de nouvelles de ce client d'ailleurs. Et on fait ça sur tout l'été. Adidas, Puma, on va en boutique et on achète tous les maillots soldés. Mais zéro de marge. Ouais, on sait juste que ça peut fonctionner. Il y a une demande, on ne sait pas d'où elle vient, puisque à l'époque, on a juste des réseaux sociaux tout pourris, un site éclaté au sol, vraiment moche, pas fonctionnel, rien. Mais on arrive à générer des ventes. Et on se dit, waouh. Donc en fait, parallèlement à notre croissance, on commence à se structurer. Ouais, mais je pense que l'apprentissage aussi, là, il est intéressant. C'est à risque. C'est vraiment à risque à mort, mais t'avances rien. Parce qu'en plus, dans le textile, t'as des tailles. Là, tu t'en fous du modèle parce que il y a le principe de mystère, c'est intéressant. Mais ça t'évite de constituer un stock. En fait, c'est surtout qu'on n'a jamais de stock dormant, nous. Quoi qu'il arrive, le maillot, il part. Donc en fait, on se trompe jamais. Année. Ouais, c'est ça. Mais même aujourd'hui, on se trompe jamais dans nos achats. Parce que typiquement, un marchand lambda, je sais pas, un site de fringues ou autre, s'il achète 10 fois ce produit-là, mais qu'il en a vendu que 2, il se retrouve avec 8 sur le dos, il va être obligé de le brader, etc. Nous, on se trompe jamais dans nos achats, parce que quoi qu'il arrive, ça partira. On s'en fiche. Enfin, vu que le client n'a pas la vue sur le produit, il peut pas ne pas aimer une couleur. Oui, ça marche ton année 1, peut-être le début de l'année 2, quand tu vends, je sais pas, on est à quoi du coup 15 000 t-shirts par mois environ. Faut prévoir un petit peu quand même. Bien sûr. Non, oui. T'as de la saisonnalité ? Il y a très peu. Ouais, il y a très peu de saisonnalité. On s'attendait à ce que ce soit compliqué, typiquement en été, puisque c'est entre 2 saisons. Au final, non. Nous, on a juste 2 mois dans l'année qui sont plus calmes. Octobre et février. Tout le reste, c'est pas calme. C'est pas calme. On en était à juillet. Tu fais autant de CA que tu as fait sur les 12 derniers mois. Du coup, tu as un sujet d'appro. Tu es en train de me raconter ça. Tu peux plus appeler les magasins. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Qui peut produire ? C'est l'équipementier directement ? Les seuls qui ont... Oui, nous, on se dit, il faut qu'on saute un étage. Il faut qu'on aille direct aux équipementiers. Donc, on se sépare le job. Et puis, on appelle... On fait une liste de 50 marques. On se divise en 2. On passe des coups de téléphone. Bonjour Nike ? Non. C'est team de... Bon, bonjour Puma, bonjour Umbro, bonjour... Ouais. Sans manquer de respect à qui que ce soit, on attaque surtout les plus petites marques à la base, en se disant qu'on aurait plus de chance. Et on dit, coucou, on vient de vendre 4000 maillots cette année. Est-ce que c'est suffisamment intéressant pour vous ou pas ?
Donc forcément quelques refus, hein, comme partout, des portes qui s'ouvrent pas. Que des refus. Pendant 2 mois, que des refus. Faut garder l'agnac. Hein. Ouais, mais on continue de vendre en attendant, donc il faut trouver la première marque qui va nous... Ouais. Et il y a combien d'équipementiers dans le sport de textile? Énormément. Important. Ouais, mais il y a un noyau fort, on va dire. Il y a 20-25 gros équipementiers aujourd'hui. Et sur les 1000 clubs, ces 20-25, ils en fournissent combien? La grande majorité. La grande majorité, ok. Ouais. Donc si tu arrives à avoir l'un de ces équipementiers, tu as déjà un multiple de 10-20 en nombre de clubs. C'est ça. Derrière, ok. Ça, si tu arrives à choper une marque, on va dire, moyenne dans l'univers sport, tu sais que tu as déjà au moins une dizaine de clubs minimum. Okay. Donc avec 3 à 4 maillots par club, donc ça te fait une quarantaine de références. Ok. Ça change tout. Ça rentre. Et au bout de 2 mois, il y a un équipementier qui vous dit oui. C'est ça. Il y a un premier équipementier qui nous dit oui. On peut le citer pour le remercier? Bien sûr, avec grand plaisir. Kappa. Ok. Kappa et Erea aussi. Un peu plus juste après dans la foulée, ouais. Ok. Et Umbro aussi qui nous fait un gros déstockage pendant l'été et à qui on n'a plus jamais eu contact après. Mais on achète pour 45 000 euros de maillots. Pas de trésor, enfin pareil, un peu compliqué, mais ouais, premier équipementier du coup Kappa et Erea et le MOQ, donc le minimum à commander. Minimum order quantity, mais je pense qu'on le dit suffisamment sur le panier pour que vous le sachiez. 20 pièces. Et là, on se regarde et on se dit, purée, incroyable, 20 pièces, c'est parti, on en commande 200. Puis après, et avec un tarif vraiment plus intéressant que ce que tu avais dans les boutiques? Oui, quand même. Oui, quand même. Parce que les marques, elles vendent... 20 pièces en MOQ, c'est rien. Hein. Bah ouais. La moyenne, en fait, chez les marques, c'est que tous les maillots qu'on voit dans le commerce à 80 ou 90 euros, elles vendent divisé par 2 aux distributeurs. Donc un maillot on paye beaucoup moins cher un maillot chez ces marques-là en les fabriquant qu'en allant chez Adidas, Nike ou Puma, comme j'expliquais avant. Et là, on se dit, bon, première année, 0 de marge. Deuxième année, on va quand même essayer de faire un petit peu de marge, etc. Donc voilà. Je comprends la partie pro et la partie marché. La partie demande, est-ce que dans le foot, tu n'as pas envie d'avoir le maillot de ton club? Ce principe de hasard, objectivement ça marche, puisque vous marchez bien, vous marchez en plus à l'international, mais ça marche? En fait, c'est une très très bonne question, on nous la pose très souvent. On a toujours surtout eu peur de souffrir un peu de cette étiquette de votre concept, c'est pour les footix. Footix, c'est un peu le terme qui détermine le fan de foot au sens large, mais qui connaît ou qui comprend rien au sport en question. Bon, un consommateur du sport, mais voilà. Donc on a toujours eu un peu peur de ça, et du coup elle est complètement légitime cette question. Mais nous, la réponse qu'on a, elle est déjà, le concept il marche très bien, donc c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter à cette question, mais aussi et surtout que déjà il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans absolus d'un seul club. Donc il va y avoir les gens qui sont vraiment supporters, qui se déplacent ou qui regardent tous les matchs ou qui habitent dans la ville en question. Mais il y a aussi, on avait sorti la data, je crois qu'il y a entre 60 et 70% des consommateurs de foot qui ne sont pas supporters d'un club. Donc déjà pour nous ça c'est super. Et puis comme j'aime à dire, même si c'est très commercial comme discours, nous en réalité on vend pas vraiment un maillot, on vend complètement une expérience client en fait, depuis le moment de l'achat jusqu'à la réception et à l'ouverture et la découverte. Et peut-être qu'à l'inverse, quand on n'est pas fan d'un seul club, mais il y a des clubs qu'on n'aime pas, est-ce qu'on peut le... Ouais, c'est exactement. Nous dès le départ on a laissé la possibilité au client d'indiquer s'il avait déjà des équipes dans sa collection ou s'il détestait les équipes. Donc il y a une petite mention juste avant de payer sa commande pour notifier les équipes qu'il ne veut pas avoir du tout. Ok. Et ça suivra de sa première commande jusqu'à sa 50e, 100e commande. Il y aura toujours la petite équipe qu'il a mis et qu'on ne lui mettra pas, quoi. Ok. Qui est donc dans votre CRM sur Shopify et sur Klaviyo. Si vous bossez avec Email Club, j'imagine que c'est Klaviyo. Mais c'est intéressant, juste pour revenir sur le supporter. En fait, la saison, elle va du mois de juin jusqu'au mois de mai d'après. Et le supporter de son équipe, il va acheter le nouveau maillot, si admettons qu'il achète le maillot, pendant la période estivale. Et après le reste de l'année, qu'est-ce qu'il va acheter comme maillot? S'il est fan de sport et c'est là qu'il va acheter peut-être d'autres équipes. Et nous, en fait, c'est vraiment là où on se positionne, c'est que toute l'année, les clients ils peuvent commander des maillots, mais de toutes les équipes. Pas forcément de leur équipe. Alors, il y a peut-être un infime partie il va tomber sur son équipe, mais si un client veut avoir son équipe, il va sur le site du club ou il va dans la boutique du club. Il vient pas forcément. Et il le payera plein tarif. Et il le payera plein tarif. Et vos acheteurs l'achètent pour eux ou pour offrir? Les deux. Majorité?
On sait pas déterminer cette part, mais pour les deux, parce qu'on le voit bien, il y a des mamans qui achètent pour leur fille ou leur fils, des grands-parents qui achètent pour leur petit-fils ou leur petite-fille, des chéris qui achètent pour leurs copains, des chéris qui achètent pour leur chérie. On a le groupe de potes qui achètent pour l'anniversaire d'un tel. Enfin, voilà, c'est vraiment le bon cadeau à offrir ou à s'offrir finalement. Compris. Vous avez lancé comme le bon maillot, maintenant c'est un bon maillot, il y a une... Oui, il y a une petite anecdote, il y a un petit historique. L'été dernier, on a été plus ou moins contraint de revoir notre nom, ce qu'on a fait de manière assez cool et assez marketée. On a communiqué pas mal autour de ça, mais voilà, je pense comme dans tout entrepreneur qui voit sa boîte grandir, il est un jour ou l'autre confronté à des problématiques diverses. Nous, ça tombe bien, on adore les problèmes. C'est ce qui nous drive et c'est ce qui nous stimule tous les jours de pouvoir régler nos problèmes. Et oui, on a dû changer de nom, voilà. Et vous l'avez fait, et c'est pas forcément une mauvaise idée. Je pense que quand tu es entrepreneur, moi ça m'est arrivé, je vous le raconte dans un instant, mais je sais pas si j'ai déjà raconté sur le panier. Je pense que oui, en 300 épisodes, vous m'excuserez, chers auditrices, chers auditeurs. T'es assez attaché à ton nom. Je pense que parfois faut pas être con. Et t'as d'autres combats à mener voilà. Moi j'avais lancé une boîte qui faisait de la promotion d'applications gratuites et qui s'appelait Free Apps 365 parce que tu avais une appli gratuite par jour toute l'année qui était payante et qui passait gratuite voilà. Et un opérateur télécom un jour nous dit les gars Free c'est plutôt nous et on avait déposé la marque mais c'est il y a 10 ans, 15 ans, je sais pas, je pense qu'il y a prescription, j'en sais rien, peu importe. On avait déposé la marque mais notre avocat nous dit en gros, il y a eu 50 cas et tous les cas ont été perdus. Cette marque qui nous demandait de changer de nom, elle est très à cheval sur l'utilisation de ce terme. Et il faut pas se battre. Et on s'est pas battu effectivement parce qu'on avait d'autres combats à mener. C'est devenu 365 apps, un nom de domaine qu'on a acheté un peu cher, mais qu'on a réussi à avoir. Mais ça nous a un peu poursuivi et puis ça t'attaque aussi tu vois c'est chiant en fait cet énorme sentiment de frustration d'être le David mais qui va rester le David et qui peut pas battre le Goliath c'est un peu chiant. Je pense qu'il faut le prendre avec pas mal de sagesse et se dire que Balek t'as d'autres combats à mener que celui-là quoi. Cool, pour rentrer un peu dans les ops, vous avez du retour? Très peu. On a très peu de retours. Et les retours sont pourquoi? Cette équipe me convient vraiment pas ou c'est une question de taille? Non, parce que ça, nous, on l'accepte pas. Okay. C'est-à-dire qu'on part du principe, et en tout cas, on essaie d'éduquer nos clients en leur expliquant, vous achetez en pleine connaissance et conscience du concept, donc respectez-le. Okay. Donc on a très peu de retours qui sont liés au maillot pas apprécié, surtout qu'on leur laisse toujours la possibilité de pouvoir exclure ce qu'ils veulent pas du tout ou ce qu'ils n'aiment pas. Typiquement, si on n'aime pas un maillot rouge, on a le droit de dire je ne veux pas de rouge, ou je ne veux pas de col en V, je ne veux pas de bout. Donc on peut exclure tout ce qu'on veut pas. Donc nous, ça, on n'accepte pas d'échanger si le maillot ne plaît pas. Okay. Par contre, bah oui, s'il y a un souci de taille, si le maillot il est défectueux, s'il n'y a pas l'étiquette pour x ou y raison parce qu'elle s'est arrachée, je sais pas, au moment, enfin bref, il y a quand même des raisons qui justifient qu'on puisse échanger. Mais comme le disait Timothée, on a un taux de retour très, très bas. Il est de combien, tu disais? Moins de 4%. Voilà. Moins de 4 dans le textile, tu montes parfois jusqu'à 20, 25, 30. Ouais, c'est ouf, moins de 4, c'est beau. Hein. Bah, c'est surtout que certaines marques ne taillent pas forcément pareil. Un coup, il y a un client qui nous a envoyé une photo. En fait, sa tête ne passait pas dans le col. C'était extraordinaire. Voilà. Ce qui est un peu aussi ton enjeu d'être un distributeur de plein de marques et d'équipementiers différents, parce que les tailles, je suis sûr qu'à 99% sont les mêmes, mais t'as quand même, ça peut varier d'un équipementier à l'autre, ce qui n'est pas le cas quand c'est ta marque à toi. Et le 4%, du coup, tu l'as très bien expliqué aussi, c'est parce qu'il y a ce modèle de la boîte, qui est un modèle mystère, alors que je pense que dans les 20, 25, 30% de retours que tu as dans l'industrie textile, c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui commandent sans être sûrs de vouloir acheter, que c'est du try and buy ou try and return, quoi. Il y a aussi ce phénomène qui est assez marrant dans les retours, c'est que moi je m'amuse très souvent à aller sur Vinted pour essayer de voir s'il y a nos maillots, et il y a énormément de nos maillots qui sont sur Vinted. Et comment tu peux le savoir? Parce que je les reconnais. Je sais, par exemple, moi typiquement, pour chez Kappa, il y a une catégorie de maillots chez Kappa, il n'y a que nous qui les achetons en France. Donc si le maillot est sur Vinted, il y a 99% de chances que ce soit les nôtres. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que du coup ces gens-là n'aiment pas le maillot, pour X ou Y raison, ils n'aiment pas la couleur, ils n'aiment pas la coupe. Le lendemain ou le jour même, ils vont aller le vendre sur Vinted plus cher que ce qu'ils l'ont acheté. Parce que sur l'étiquette, c'est marqué 2 fois plus cher que ce qu'ils l'ont acheté.
Donc en fait, ils arrivent même carrément à aller se faire une petite marge sur Vinted en le revendant dans la foulée, quoi. Bon, vous savez quoi faire cet été pour faire un peu de sous et payer les vacances à la plage ou à la montagne. Taux de retour, c'est une chose. Le rebuy, ils reviennent. Tu m'as dit tout à l'heure, Tim, que tu avais des gars qui avaient 10 t-shirts, 10 maillots. Ouais, beaucoup plus. Il y a des clients qui en sont à leur 50e commande. Ah, oui. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est assez dur à croire, mais... Et sur des tailles dont on s'imaginait même pas. Du 5XL floqué. Ouais, des choses assez... Mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que vu qu'on a voulu faire le plus large possible, on essaye de satisfaire le plus gros panel de cibles potentielles. Et c'est ce qui fait que du coup, on a un taux de recommande aujourd'hui qui est à peu près aux alentours de 30%. Et c'est une data qui est super intéressante dans les deux sens, parce que nous, on aime surtout à dire qu'on a encore aujourd'hui, après quasiment 3 ans... 70% de newbies, quoi. Voilà, et c'est ça qui est uniquement sur le foot. Le basket, on est encore à 90% de nouveaux clients. Rugby, on est à un peu plus de 80% de nouveaux clients. Donc en fait, on est très loin d'avoir essoufflé le concept. Au contraire. Et le client recommande à peu près tous les 2 mois, 2 mois et demi chez nous. 2 mois et demi. Après sa première commande, ouais. Ok. 70% de newbies, 30% de réachat, un taux de retour à 4%, un taux de transfo qui est à combien ? Vous le connaissez ? On est notre taux de conversion, il est sur la marque foot, il est entre 2 et 4, ce qui est plutôt pas mal. Il était beaucoup plus élevé la première année, mais parce qu'on faisait beaucoup moins de trafic, etc. Aujourd'hui, on fait quasiment 400-500 000 visites par mois, donc forcément, on génère beaucoup plus de trafic, donc on convertit différemment, mais on a quand même un très bon taux de conv pour du e-com, c'est quand même pas mal. Entre 2 et 4, c'est du simple au double. Est-ce que tu as un truc plus précis ou ça dépend de quoi ? Du mois ? Ça dépend du mois, des événements, des périodes. Là, typiquement, quand on a relancé un produit avant-hier, on avait un taux de conversion à 8%. On en parlera tout à l'heure. Hein. Vous aviez une boîte mystère pour l'euro qui était en rupture de stock, que vous avez relancé quelques semaines, jours plus tard, et qui a été la plus grosse vente, le plus gros jour de vente de l'histoire d'un bon maillot. On en parlera tout à l'heure. Donc, 70% de newbies, 30% de réachat, 4% de taux de retour, un taux de conversion qui est entre 2 et 4% en fonction des périodes. J'imagine que quand tu passes sur qui va être mon associé, ça baisse évidemment. Les mois où tu as moins de presse gratuite ou organique, ça monte, j'imagine. Vous avez aussi rajouté des produits au fur et à mesure. Il y a hommes, il y a femmes, il y a père-fils, il y a plein de choses. Comment est-ce que vous avez géré cela ? Déjà, on est parti d'un produit unique. À la base, c'était juste boîte, maillot random. Puis, petit à petit, on s'est dit, il faut que nos clients, qui d'ailleurs sont déjà à 2-3 commandes, il faut qu'on puisse leur proposer une expérience différente. Donc, on a sorti d'autres produits. C'est eux qui nous ont vraiment ouvert la voie. Typiquement, la femme, elle voulait un maillot femme pour elle, alors qu'elle avait offert un maillot pour son mari ou pour son enfant. Et on a écouté la clientèle au fil des mois et on a ouvert la box floquée, enfants, femmes, le maillot porté également, porté par les joueurs. Porté par les joueurs ? Ouais, c'est très très stylé, mais c'est vraiment pour les puristes. On est sur un prix qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on vend là. C'est vraiment pour une clientèle très, très puriste. On en vend quand même quelques dizaines par mois. Donc, quelques dizaines par mois de maillots portés par des joueurs professionnels. Ok. C'est alors vraiment par curiosité, c'est quelle gamme de prix ? Ça va de 150 à 750. Ok. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de mettre 750 € dans un coffret mystère. Ils sont prêts à dépenser 750 parce que c'est le même modèle, donc Bien c'est sûr. 750 € pour un maillot porté, on sait pas par qui. Non. Et si ça se trouve, c'est le 4e remplaçant de l'AS Saint-Etienne. De l'AS, Bourg-Saint-Maurice, j'en sais rien. On a fait des gammes en fonction du prix et il y a ce qui correspond à ce qu'il y a dans le coffret. Mais comme disait Timothée, c'est vrai qu'on a co-construit en fait notre offre avec nos clients. Et c'est ce qui fait que petit à petit, on ouvre de nouvelles box, de nouvelles expériences, de nouvelles propositions. Il faut pour qu'on puisse continuer à les fidéliser et à être capable de renouveler leurs achats plus fréquemment. T'as eu Dembélé ou c'est un... Donc vous allez sur unbonmaillot.com, vous allez dans les box mystères, la liste de toutes les box, coffret homme, et tout en bas, il y a le maillot porté. C'est drôle, ça. Ça, c'est nos photos, c'est nos shootings à nous. Donc vous avez eu Dembélé. Dembélé, on a eu Marquinhos, on a eu Aubameyang, Olympien. Et comment tu fais pour l'avoir ? On a la chance aujourd'hui d'avoir un réseau assez cool dans le foot, donc on peut se permettre d'aller acheter directement ces maillots-là auprès des clubs. Typiquement, il y a le club de Brest avec qui on travaille très bien depuis 2 ans maintenant, qui est qualifié en Ligue des Champions cette année, extraordinaire, donc tant mieux pour eux, qui nous vend très fréquemment des maillots portés. Un joueur, il porte combien de fois son maillot ? Une fois. Donc un match égale un maillot porté. Voilà. Ok.
Et c'est en fait ce qui est assez dingue. Il y a une énorme, il y a beaucoup de collectionneurs parce qu'en fait c'est considéré un peu comme des, alors toute proportion gardée, mais comme des œuvres d'art, puisque leur prix varie en fonction des performances du joueur, etc., etc. Ça qui est assez dingue. Typiquement, je dis une bêtise, hein, mais le maillot de Mbappé qu'il a porté avant-hier, pire, qu'il a porté avant-hier à une équipe de France sur lequel il y a du sang, celui-là aujourd'hui sur le marché, très honnêtement, ça vaut, je vais donner une fourchette assez large, mais ça se vendra entre 35 et 50 000 euros. Et ça s'achète où ? Il y a énormément de gens qui achètent ça. Non, mais il y a c'est un truc de, enfin, je vais pas le trouver sur Vinted, tu vois ce que je veux dire, non, il y a des sites spécialisés, des réseaux un peu spécialisés, etc., des grands collectionneurs. Attends, on est très très loin du sujet, mais je trouve ça passionnant, je trouve ça hyper intéressant. Ok pour les gammes, problème de micro, non c'est bon. Ok pour les gammes. Vous avez lancé donc il y a pas mal de rebuy, ça c'est intéressant. Vous avez lancé l'abonnement il y a 1 an. C'est ça, l'été dernier, ouais. Je regrette de ne pas avoir voulu le lancer plus tôt. Dès le début, ouais. C'est moi qui mettais un peu le stop, donc j'en prends la responsabilité. Mais en fait, quand on l'a lancé, ça a tout de suite pris. Et aujourd'hui, il y a quasiment 3000 abonnements actifs. Donc c'est dingue. Et en fait, les gens. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant de passer à l'étape abonnement, souvent les gens ils ont déjà acheté 1 fois, 2 fois, 3 fois pour être sûr que ça leur plaît, pour que le maillot que le concept soit cool. Et une fois qu'ils passent à ce step d'abonnement, bah, c'est comme je dis après leur 2e ou 3e commande. Et ils s'abonnent pour en moyenne 8 mois. Donc ça fait une LTV à au moins minimum 10 ou 11 maillots par client. Pour nous, c'est extraordinaire. Ouais, et puis ça crée du revenu récurrent, ce qui est quand même assez confortable. Ça représente à peu près 15% du revenu. 15% du revenu. On va passer aux ops et à l'omnicanalité, mais juste une dernière question avant. Comment ça marche en pratique, le hasard, l'algo comment est-ce que le mec ou la nana qui fout les t-shirts dans les paquets, dans les box le fait ? C'est une bonne question. Les 18 premiers mois, en fait, c'est Louis et moi qui faisaient toutes les commandes. Donc on se partageait un peu le sale boulot, mais ça nous permettait vraiment d'apprendre qu'est-ce que les clients aimaient, qu'est-ce qu'il fallait absolument pas mettre, etc. dans les coffrets. Aujourd'hui, nous, on a vraiment formé les préparateurs de commandes à aider la décision, c'est-à-dire un client qui en est à sa première commande, bah on va peut-être pas forcément prendre le même risque que celui qui en a 10, 20 ou plus. Donc on a un process qui est établi dans notre warehouse dans lequel les préparateurs de commandes prennent les bonnes décisions pour mettre les bons produits dans les bonnes commandes. Donc, Mais c'est l'humain qui gère. C'est très simple, très bête et méchant, si je puis dire. Il y a un stock dans lequel ils vont piocher. À Épinal. Ouais. Et donc, la personne qui commande dit, par exemple, je veux pas l'OM, je veux pas le PSG. Toi, tu enrichis ça de l'historique des t-shirts des maillots qu'elle a reçus pour toujours qu'elle en ait un nouveau. Tu gardes sa taille. Ok. Pour éviter les doublons, éviter les déceptions potentielles. Il y a un vrai enjeu. Parce que tu peux. Non, mais je suis en train en plus de comprendre ce que tu disais tout à l'heure sur l'histoire du stock. Il y a aussi un avantage, c'est de pouvoir aussi toi aligner, équilibrer ton stock en permanence sur le. Ok, intéressant. Il y a un réel enjeu. Je t'ai coupé la parole. Il y a un réel enjeu sur la diversité aujourd'hui, parce que le client qui est déjà à sa 7, 8, 10e commande, donc à qui on a déjà envoyé au moins une dizaine de maillots et qui est assez exigeant dans ses restrictions, nous on doit quand même être capable de l'honorer, ce client. Vous avez combien de clubs ? On a à peu près entre 150 et 200 références en tout temps dans notre stock, mais ces références elles varient. Comme je le dis souvent, 3 mois avant et 3 mois après, c'est plus du tout les mêmes références, quoi. Ça bouge tout le temps. Est-ce qu'il y a des clubs que vous n'avez pas, que vous n'avez jamais eu, que vous n'aurez jamais ? Non. Non, par contre, on est capable aujourd'hui de dire quels sont les clubs que ne veulent pas les clients en majorité. Il y a deux clubs. OM, PSG ? OM et Saint-Etienne. Ouais. Mais c'est pour. En fait, il faut pas le voir du mauvais côté. En fait, on se dit aussi, on a potentiellement beaucoup de nos clients qui sont fans de l'OM et qui ont déjà le maillot de l'OM. Oui, donc ils nous disent, je ne veux pas l'OM, mais c'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'OM, c'est probablement parce qu'ils ont déjà le maillot de l'OM et qu'ils ne veulent pas le maillot de l'OM. 99% sur le site que vous avez lancé dès l'année 1 avec Shopify. Vous l'avez fait en interne, vous l'avez fait avec des externes au début ? Non, nous deux. Vous deux, ok. Aujourd'hui, ils gèrent 99% du business sur les 7 millions, ça fait 6 millions 930 000 euros. Quelles principales évolutions sur ces 3 dernières années ? On l'a refait plusieurs fois, on l'a rendu plus beau, plus joli. Ça c'est sûr, on fait très souvent des shootings pour qu'ils changent visuellement en tout cas. Et puis Tim et ses équipes y apportent souvent des petites
des petites améliorations dont il peut probablement parler. Ouais, est-ce que tu as 2-3 améliorations à me donner qui ont été un peu game changer sur le taux de transfo? Yes, donc courant 2023, on a refait la landing page. Donc voilà, on respectait pas du tout les codes. C'était des sections les unes en dessous des autres. On a refait pas mal de choses. On travaille avec plusieurs graphistes qui nous aident aussi. Et plus récemment, on est en train de refondre totalement la page produit pour nos 3 sites, donc foot, rugby et basket. Ok. Avec donc la page que je vois là, c'est une page qui a quel âge? C'est une page qui est un petit peu obsolète et qui va être complètement changée là, d'ici quelques semaines. Depuis 6 mois, on travaille avec une agence, une agence dev CRO qui est en train de tout refondre. Okay. Et la nouvelle page produit va voir le jour courant de l'été 2024. Celle-là, elle est live depuis fin octobre, début novembre. On l'avait faite en speed avant le Black Friday. Donc voilà, il y a aussi le checkout qu'on a retravaillé assez récemment pour l'optimiser. Qu'est-ce que vous allez changer sur la page produit et sur le checkout? Qu'est-ce qu'il y aura de différent sur cette nouvelle page? On est passé Shopify Plus courant 2023, donc on a eu la possibilité de toucher un petit peu au checkout. Il y a aussi l'upsell qui est arrivé juste avant Black Friday 2023. Dans lequel on a sorti la chaussette qui permet de compléter la petite commande et d'augmenter le panier moyen, donc plutôt chouette. Mais yes, Quel outil pour l'upsell, vous savez? Je sais qu'on est en train de discuter avec Rebuy, mais là actuellement on a pris un... Et pour l'abonnement, vous avez pris quoi? Recharge. Ok. Il y a un petit configurateur assez simple. Ça, c'est du développement sur mesure ou c'est une application? On est avec Pagefly là sur la page produit. Ok, Pagefly. Et plateforme de paiement? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, ouais. On a changé pas mal de fois là, depuis. Il y a les logos des usual suspects, bien sûr, où il y a l'Amex, il y a Apple Pay, PayPal, Klarna. Ouais. Alors vous avez changé plusieurs fois et là vous êtes sur quoi? On a testé beaucoup. Déjà, on a laissé entre guillemets la chance à tout le monde de montrer un peu de quoi ce qu'ils avaient dans le ventre en tout cas. Donc on en a testé pas mal et là aujourd'hui. On est avec Payplug sur la partie paiement carte et on teste aussi Shopify Payment. Voilà. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a 5 sites. Donc, les 3 marques foot, basket, rugby françaises et le site espagnol et allemand. Una buena camiseta. Una buena camiseta et Das Best Tricot. Et on a la possibilité... Tu l'as dit avec un accent espagnol, mais c'était le site allemand. Hein. Das Best Tricot. Voilà, c'est mieux. Et ça nous permet de tester pas mal de solutions, effectivement, ces 5 sites, donc notamment sur la partie CSP. Payplug, que vous avez pu entendre sur le panier, super plateforme qu'on apprécie, des amis du panier. Et Shopify Payments, qui est en déploiement européen, sur lequel il va y avoir pas mal de choses qui vont changer en 2024. On n'en dit pas plus pour l'instant, je crois, mais une grosse annonce en fin d'année. Une très très bonne expérience dès que ça a été mis en place. On l'avait testé et ça n'avait pas marché du tout, donc on avait vite re-switché sur autre chose. Il va y avoir de gros changements qui arrivent là. Mais là je crois que ça fonctionne plutôt bien, franchement. C'est assez important ce que tu as dit. Pardon, je le reformule parce que c'est un peu présomptueux. Tester plusieurs plateformes de paiement intéressant parce qu'en fonction des audiences, des pays, de plein de choses, ça peut changer. Et parfois, tu as des taux d'acceptation où tu vas être, je sais pas, tu vas passer de 95 à 96% par exemple. 1% sur 7 millions, c'est 70 000. Franchement, tu les prends quoi. 1% des bits. En plus, tu le fais avec grand plaisir. Et puis il y a les frais. C'est pas de l'ébit, je sais qu'il y en a plein qui vont gueuler, c'est pas de l'ébit direct, mais en vrai, s'il y a à stock égal, à vente égale, machin, tu fais 1% en plus, c'est cool. Ce qui est dingue, c'est que d'une solution à une autre, on peut gagner 40% de différence en termes de frais fixes. Ouais. Et c'est un calcul. Ouais, et à partir d'un certain montant de CA, comme dit, faut choisir ses batailles. Je pense qu'il y a un moment où ça devient une bataille et c'est important d'aller tester. Clairement, surtout plus on grandit, plus on a de frais, de charges, de frais de fonctionnement, etc. Donc on essaye forcément d'optimiser tout ce qu'on peut là où on peut. Il y a eu des galères? Il y a toujours. Sur la tech, pardon. Ouais, il y a une grosse galère avec Stripe au départ. On s'est retrouvé nos clients ne pouvaient plus payer du tout pendant peut-être une dizaine de jours. Donc 0 vente. On a dû fournir des documents officiels, des marques avec lesquelles on travaillait pour prouver que c'était des maillots authentiques. Je comprends. C'est les blocages traditionnels, Stripe. Et depuis ça, on n'a plus jamais été confronté à ce genre de problème. Shopify aussi nous avait bloqué un jour ou deux. On a dû, pareil, prouver l'authenticité de nos produits, que c'était pas de la contrefaçon, qu'on travaillait bien avec les marques, etc. Et pareil, depuis, on n'a plus jamais été
été bloqué, mais voilà, on est quand même assez souvent confronté à des petites problématiques à gauche ou à droite, mais c'est normal. C'est marrant parce que tu fais de la réassurance Trustpilot sur la homepage. Il y a un gros bandeau, c'est la 3e strat. En gros, il y a Header, le site de référence, donc qui on est. Il y a une grosse strat promo, et en dessous, tu as toute une strat sur la réassurance avec Trustpilot, mais que tu retrouves pas sur la fiche produit. Elle y sera sur la prochaine ? Oui, elle y sera. Tu as juste un petit bandeau qui dit en haut Trustpilot avec autant d'avis, mais il n'y a même pas la note que vous avez. Ou alors je la vois pas. Tu vois ici, là, voir nos avis, mais il n'y a pas la note. Donc ça y sera plus en évidence. Oui. Réassurance important. Et surtout pour nous, super important, parce que comme on vend... Les avis sont bons. Déjà, les avis sont bons et c'est cool. Ils peuvent être moins bons parce que les goûts et les couleurs, c'est subjectif. Donc c'est ça aussi notre grosse bataille quand on demande à nos clients de nous noter. On demande de noter le concept et pas le maillot reçu, parce que voilà. Mais la vraie difficulté pour nous, et on se bat contre ça depuis 2-3 ans, c'est qu'étant donné qu'on vend nos produits quasiment 2 fois moins cher que les prix du marché, on a toujours besoin de prouver à nos clients que c'est pas de la contrefaçon. Parce que le premier réflexe de voir un maillot qui coûte 2 fois moins cher que n'importe où ailleurs, les gens ils se disent c'est forcément des faux. Donc depuis 2 ans, en crédibilité, image, notoriété et réassurance, c'est des gros invests pour nous, parce qu'on a besoin de continuer et de prouver à nos clients et nos futurs clients que ce qu'on vend c'est bien legit et qu'il n'y a aucun problème, quoi. Donc il y a le site, 99% du CA, il y a une boutique à Épinal aujourd'hui, et il y a plusieurs boutiques qui vont ouvrir, des boutiques qui vont ouvrir. C'est à l'étude. Nous, on a envie d'en ouvrir d'autres parce que celle d'Épinal, elle fonctionne bien. Et on se dit, purée, on est dans une petite ville où il y a très peu d'habitants, qui est un peu, alors pas perdu au milieu de rien, mais voilà, c'est dans la vraie province, c'est au cœur des Vosges. Si on se déploie sur des plus grosses villes avec des plus forts potentiels, nous, dans notre logique, en tout cas, ça peut que marcher. Donc on a envie de se tester en France et à l'étranger. Mais tu vendras quoi dans la boutique ? Exactement ce qu'on vend dans la boutique à Épinal. Beaucoup de coffrets mystères, parce que les gens nous connaissent pour ça, donc ils viennent acheter des coffrets mystères en boutique. Et la petite nuance, c'est qu'on a fait 90 mètres carrés de maillots au choix. Parce qu'étant donné qu'on a beaucoup de références, énormément de maillots qui ne sont pas trouvables dans le commerce, n'importe où ailleurs, sont trouvables chez nous. Donc les gens, quand ils viennent chez nous, il y a une vingtaine de portants avec des centaines de maillots qu'ils peuvent choisir directement en boutique, sans l'aspect mystère. Et s'ils ont envie de jouer le jeu du coffret mystère, ils repartent avec leur coffret mystère. Mais vous avez... est-ce que vous avez testé la vente des maillots en direct et sans mystère sur le site ? Tu nous devances, tu nous coupes l'herbe sous le pied. Depuis 2-3 mois, on développe ce site-là. Et tous les sites, tous les maillots présents en boutique, ils seront présents sur le site. Ouais, ok. Mais vous l'avez testé avant de le développer ? Non. En fait, ça marche dans le magasin. Ça marche dans le magasin Épinal, donc comme Épinal représente le reste du monde, exactement. Ça peut marcher sur le reste du monde, quoi. Non, mais logique surtout, implacable. Vu qu'il y a beaucoup de nos clients qui repartagent ce qu'ils ont reçu dans leur box, et que ça réapparaît dans nos stories, etc., il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui me disent « Ouais, il a eu ce maillot-là, j'ai pas envie de box mystère, je veux l'acheter spécifiquement parce que je le trouve nulle part ailleurs, combien vous me le vendez ?» Et à force qu'il y ait des gens qui nous disent « Ouais, celui-là, il est ouf, celui-là, je le trouve pas, celui-là, il est en rupture partout, comment ça se fait que vous l'avez, vous, etc. » Et on s'est dit « Mais il faut qu'on puisse aussi donner la possibilité à ces gens-là d'acheter ces maillots-là, mais au prix réel. » C'est ça. Typiquement, en ce moment, c'est le championnat d'Europe. Il y a énormément de clients qui viennent en boutique pour acheter un maillot de sélection. Un peu en last minute, maillot de Italie, Portugal, machin. Et en fait, on est le bon magasin au bon endroit, donc dans plein de villes ailleurs, ça peut faire un carton également. Ouais. Vous vendez chez Decat, comment est-ce que vous avez réussi à rentrer ? Qu'est-ce que vous leur avez vendu ? Étant donné qu'Épinal est le centre du monde, on a commencé par Decathlon Épinal, naturellement, qui était venu vers nous, qui nous avait dit, donc ça c'était Noël dernier, donc bien avant qu'on explose comme ça entre guillemets publiquement, mais à Noël dernier, Decat Épinal nous dit ça peut être le bon cadeau un peu sympa que j'ai envie de vendre et de tester sur Noël. Donc à l'époque ils nous en prennent une 50aine en 10 jours vendus. Donc ça commence à remonter un peu plus haut, et puis il y a 2-3 mois, moi j'ai rencontré un peu la direction Grand Est, si je puis dire. Ils ont dit vu que ça a marché Épinal, on va tester déploiement Grand Est. Donc là on est dans une quinzaine de Décathlon dans le Grand Est, et les ventes ont commencé il y a quelques jours et ça marche déjà plutôt bien. Donc, il y a quelques jours, ça veut dire quoi ? Il y a littéralement quelques jours ? Une dizaine de jours. Ouais, un peu moins. Okay. Ouais. Ok. Le week-end dernier, donc il y a 5-6 jours. On est donc début juin, on va dire, ouais. En gros. Puisque les gens écouteront cet épisode en août. Ok, tant mieux, drôle. Et c'est la box mystère. C'est la box mystère. On peut pas l'ouvrir chez Decathlon. Elle est scellée, parce que sinon ce serait trop facile, les gens choisiraient ce qu'ils veulent. Mais nous, le rêve ultime, le but ultime, c'est que ce déploiement sur le Grand Est marche bien et qu'on puisse derrière être
référencé sur Decathlon France. Il y a 350 magasins. Pour nous, ça serait extraordinaire. Et c'est aussi, du coup, très, très bon pour l'image. Notoriété, crédibilité, légitimité. Tout ce qui se finit en « et » chez Decathlon, ça nous fait du bien. Parce que quand un client nous dit « c'est forcément de la contrefaçon », on lui dit « bah attends, non, chez Decathlon ». Ouais. Dernière question sur le biz. Vous avez Das Best Tricot, vous avez Una Buena Camiseta, vous avez lancé donc en Allemagne et en Espagne, vous l'avez deviné, chers auditrices, chers auditeurs, sous des noms qui sont des traductions de... On dit camiseta, un maillot sportif, ok. Et tricot en allemand, je ne savais pas. Quand et comment ça marche? En fait, il y a une belle data qu'on aime bien donner également, c'est le nombre de ventes à l'étranger qu'on a réalisé depuis le départ. Sur 2023, on est à peu près à une quarantaine de pays. 85% des ventes sont faites en France, et les pays qui arrivent derrière, c'est la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne. Et on se dit pourquoi pas déployer des marques espagnoles et allemandes. Donc en quelques semaines, on réfléchit, on déploie les sites, et puis 1er novembre, juste avant Black Friday, ça démarre. Parce que c'est bien beau de vendre à un Français qui est à Hong Kong, ou un Français qui est en Espagne, ou un Français qui est en Allemagne, ou en tout cas un francophone. Nous, on voulait vraiment attaquer un marché. En Espagne. Ouais, donc avec un SAV dans la langue en question, avec un site complètement dans la langue en question, etc. etc. Et là, l'Allemagne, surtout l'Allemagne, parce que l'Espagne prend un peu plus de temps à se développer, mais l'Allemagne, c'est un carton. C'est vraiment un carton. On a la chance qu'il n'y ait aucun autre acteur sérieux dans les pays en question. Donc quand on est arrivé en Allemagne, ça a pris tout de suite très vite. Et là 5-6 mois après, on fait le bilan. Ça va, la croissance, elle est assez folle. Ça va à une vitesse assez incroyable. Et on a je pense, de manière assez cohérente, calculé que d'ici 12 à 18 mois, le marché allemand serait aussi gros que le marché français. Donc ça nous donne forcément aussi envie de se déployer sur d'autres marchés. Donc la petite... info secrète, mais qui le sera pas en août, mais là on lance le marché italien, et par la même... Comment ça s'appelle en italien? Je suis désolé, mais moi mon italien, j'ai pas le nom en tête. Je sais que c'est Maglia dedans. Ouais, enfin bon, désolé, ouais, okay. On va pas se rendre ridicule à l'antenne, mais en même temps aussi on va lancer la marque anglophone. Donc on s'attaque pas au UK au sens propre du terme, on s'attaque à tous les pays qui parlent anglais, si je puis dire, ce qui nous permet de voir beaucoup plus large. Mais la marque anglophone va arriver dans quelques semaines aussi. Donc on aura 4 nouveaux gros marchés que sont Espagne, Allemagne, Italie, anglophonie, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà. Comment vous avez fait? C'est vraiment une copie conforme, ce que je vois sur Das Best Tricot et Una Buena Camiseta. C'est vraiment le copier-coller. Vous êtes sur Shopify Plus, donc c'était déjà le Shopify Plus quand vous avez lancé ces pays? Oui. Ok, donc un back-end et... Ok. Il n'y a aucune, pour l'instant en tout cas, adaptation locale, c'est copier-coller. Si, quand même, parce qu'on a la chance d'avoir Du coup, c'est une question. Y a-t-il une adaptation locale? La personne qui est en charge de ça chez nous vivait en Allemagne ces 9 dernières années, donc connaît parfaitement le marché allemand. Il était dans le e-com, donc il connaît parfaitement l'e-com allemand et surtout l'ouverture de nouveaux marchés. Il a déménagé en Espagne, donc il couvre les 2 pays. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ces 2 pays-là dans un premier temps. Et son job à lui aussi, c'est de pouvoir apporter toutes ces petites touches qui correspondent au pays en question. Donc il est en train de travailler dessus. Typiquement, c'est pas encore visible. Voilà, c'est en train de. Il y a plein de petites choses qu'on fait, des moyens de paiement, etc., un peu différents pour les pays en question. Et aussi, surtout, finalement, la communication. Comment est-ce qu'on s'adresse à un Allemand? Pourquoi? Comment est-ce qu'on le garde? Parce qu'on sait qu'à la base, l'Allemand a un très, très gros taux de retour. Enfin, les retours allemands sont beaucoup plus importants qu'ailleurs. Chez nous, c'est pas le cas, aussi fou que ça puisse paraître. Donc voilà, il y a plein de petites choses. En fait, on a essayé de prendre tout le bon de la France, tout le poids qu'on avait sur la France, en le mettant sur les autres pays. Puis on peut souligner aussi qu'il y a un vrai ancrage local. On travaille avec des clubs locaux. Donc typiquement, on a des partenariats avec des clubs espagnols. On vient de faire un partenariat avec le club de Dortmund. On leur a acheté des maillots et on va certainement aussi faire d'autres choses. Donc il y a une vraie identité à prendre dans chaque pays. C'est plutôt encourageant. Ouais. Ok, intéressant. Sur le marketing et l'activation, on a déjà parlé de pas mal de choses. Moi, je voudrais en revoir 2 ou 3. Tu as un taux de réachat qui est quand même assez important sur les fanboys ou girls d'ailleurs de un bon maillot. J'aimerais comprendre comment tu utilises l'email pour les activer.
Vous avez fait un restock, on en a parlé un peu tout à l'heure, de la box euro, avec un énorme carton au moment où elle a été remise en ligne. Je voudrais bien comprendre toutes les clés que vous avez activées, les ficelles que vous avez tirées pour ce carton. Et on peut parler rapidement de qui va être mon associé. Mais commençons par ça. Donc il y a eu une intention d'achat, c'est cool. D'achat d'invest. Ouais. Comment vous l'avez préparé? Qui va être mon associé, c'était une expérience extraordinaire. Enfin, nous, on a apprécié ça de la seconde 1 jusqu'à aujourd'hui. C'était très chouette. L'enregistrement, c'était incroyable. Ça s'est super bien passé. Notre pitch, ça, c'est ce qui nous faisait le plus peur, entre guillemets. On avait peur de rater les 3 minutes de pitch parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de réenregistrement, quoi. C'est toi et tes 3 minutes. Donc, soit tout se passe bien, soit. Voilà. Nous, ça s'était super bien passé, malgré que les répètes 5 minutes avant le plateau, on avait tous les deux des trous et c'était un enfer. Mais sur le plateau, super. Mais attends, ça c'est un truc que j'avais pas compris. Moi, ce que j'avais compris, c'est que tu as 1 heure et quart d'enregistrement, de discussion, de machin, et qu'ensuite ils sélectionnent. Dans cette heure d'enregistrement, il y a un moment où c'est le pitch. Ouais. En fait, tu commences par le pitch. Ouais. Tu arrives, tu pitches. Tu as 3 minutes, pas une minute de plus. Mais il n'y a pas ah purée, désolé, on l'a refait. Non, tu as 3 minutes. C'est à toi d'être bon sur ces 3 minutes-là. Et t'as un compteur, t'as quelque chose? Non, t'as pas de compteur, mais tu sens la pression. Il y a des gens, il y a des. Donc c'est les seules 3 minutes de ton enregistrement que tu dois pas rater. Parce que la boîte, on la connaît, on la maîtrise. Ça fait 2 ans et demi à l'époque qu'on la développe. On la connaît par cœur. On sait qu'on sera pas chahuté. Discours, t'as plein de choses. On sera pas chahuté sur une question ou quoi, parce qu'on aura de quoi répondre. Par contre, le pitch, bah c'est nous deux. Enfin, je veux dire, il y a personne qui est censé intervenir ou quoi pendant le pitch. C'est les 3 minutes qui vont du coup nous valoriser et mettre en avant le projet. Je pense qu'on l'a bien vu à la télé. Si tu t'accroches quelque chose et qu'il y a un membre du jury qui veut te challenger tout de suite en te coupant, bah nous c'est plutôt ça qu'on avait peur. Et en fait, personne ils peuvent te couper pendant les 3 minutes de pitch? Normalement non, mais ils le font. Et ils le font. Ok. Ils interviennent. Et nous, par chance, ça l'a pas trop fait, donc on a plutôt bien déroulé ce pitch. On s'en est pas soucié. Non, on s'en est pas soucié. On se dit, on finit. Ouais. Et en fait, une fois que tu finis tes 3 minutes, là d'un coup, t'as tout qui redescend. Toute la pression, le stress. C'était les 3 minutes les plus importantes, elles sont passées. Maintenant, on va montrer ce qu'on a dans le ventre et c'est parti. Puis les questions, on avait préparé ça aussi. On avait préparé, je sais pas, 100 de questions. Ça, c'est ce qu'on peut pas. Vous aviez préparé 100 de questions. On a tout préparé. Tout préparé. Okay. En fait, on n'a rien laissé. Pour une fois, on n'a pas laissé le hasard décider. À l'inverse de notre concept. Je l'ai pas vu, mais vous me dites donc que Kelly et Tony investissent. C'est cool. C'est ça. Ouais, très cool. Tony, ça a du sens en plus. Ah bah complètement. Ouais, Tony Parker, pardon. Tipeee. C'était très chouette, très très chouette. KM, Kelly Massol. Cool. Revenons sur le restockage. Pardon. Vous avez lancé une box mystère Euro 2024 qui a commencé. On est début juin. On saura le 10 août 9 août qui a gagné. Vous avez lancé une box qui était rapidement en rupture de stock. Elle est restée en rupture de stock quelques jours, semaines. Ouais. En fait, on peut expliquer la stratégie parce qu'elle est assez cool. Ce qui se passe, c'est que on la tease pendant plusieurs semaines. De plein de manières que ce soit, donc en organique, en mail, un peu en ads, en disant il y a un truc qui va arriver, ça va être super, etc. Donc on essaie de créer un peu quelque chose qui fait que, et on fait une sorte de décompte à 2-3 jours avant en disant les gars, les filles, tenez-vous prêts, dans 2-3 jours il y a un truc qui va se passer. On essaie un peu de donner la parole à la communauté en mode d'après vous, qu'est-ce que ça va être. Donc on crée vraiment une attente. Et lancement de la box championnat d'Europe le 23 mai, qu'on dit attention, série limitée, il n'y aura que quelques pièces, premier arrivé, premier servi, dépêchez-vous, etc. Et on en vend énormément. Le premier jour, d'ailleurs c'est le 23 mai, c'est à la base notre jour record sur un bon maillot, puisqu'on fait 90 000 euros de chiffre d'affaires, on en vend énormément, c'est un carton de dingue, et on en vend beaucoup plus que ce qu'on avait prévu en stock. On avait fait un peu des calculs, d'un prévisionnel, etc. On s'était tous un peu challengés. Tu penses qu'il y en aura combien? Tu penses qu'on en aura... Donc on avait acheté un peu de stock d'avance. On avait regardé chez nos fournisseurs qui pouvaient nous fournir rapidement si on savait faire un peu de restock. Mais on en vend beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Donc là, on se met un peu dans la difficulté puisque ça ne se passe pas aussi vite que ce qu'on pense. Les appros, elles mettent du temps à arriver, etc. Et on se loupe un peu, en fait, les 15 premiers jours où les stocks n'arrivent pas, on est en retard sur nos délais de livraison, etc. Mais on avait quand même pris le réflexe de la couper en 3-4 jours, en disant désolé, tout a été vendu, vous ne pouvez plus acheter. Mais il n'est pas impossible qu'on fasse du restock. C'est pas sûr, peut-être qu'on en fera, peut-être qu'on n'en fera pas. Mais nous, dans notre stratégie, on savait qu'on en referait, quoi qu'il arrive, surtout avec un tel résultat. Donc il se passe entre le 23 mai et le 17 juin,
il se passe 3 semaines où il faut qu'on trouve du stock pour pouvoir en remettre en stock en grosse quantité le 16 ou le 17 juin. Est-ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on avait anticipé un peu avec les marques ce restock-là et cet engouement, mais on ne connaissait pas le volume. Et en fait, les marques nous disent à 3-4 jours du premier restock, on a X milliers de pièces en stock, disponibles de suite. Donc là, ça change tout. On se dit, bon, si on fait un réassort, on sait qu'on ne sera pas coincé en termes de volume. Maintenant, on va bombarder. Donc, on continue à teaser en disant, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui revienne. Tu teases où? Comment? Que organique et mail. Là, on ne fait pas du tout de ads. Donc, organique sur vos réseaux? Sur nos réseaux perso. Ok. Et en mail. Voilà, on shoot 3-4 fois en 3 semaines. Les réseaux perso. Alors, sur l'Insta de Un Bon Maillot, vous avez une 30aine de milliers. Ouais, bientôt 40 000. Non, 40 000 followers. Sur TikTok, j'ai pas vérifié. 30 000 quasiment. 30 000. Et vous en perso? On a 15 000 sur Twitter. On a à peu près une belle base de à peu près 90-100 000 abonnés sur les réseaux. Donc tu teases en organique sur les réseaux, un peu d'email? Ouais, quand même pas mal d'emails. Plus de 100 000 emails. Ouais, même 100 000 emails envoyés. 120. Je crois même plus. Non, attends, quoi, 120 000 en base? Ouais. Non, plus même maintenant. Je crois qu'on est presque à 180 000 en base. 180 000 en base. Et donc, tu les teases aussi par email sur le retour de la box euro. C'est ça. Et du coup, on refait un peu un décompte en mode il n'est pas impossible que pour le premier match de la France, vous receviez un petit email avec un petit truc cool qu'il n'y a pas. Puis au final, voilà, premier match de la France avant-hier, on envoie un email. Bon, bah les gars, restock, dépêchez-vous. Vous n'avez pas réussi à l'avoir il y a 3 semaines. Dépêchez-vous de la prendre. Tu mets de la rareté, tu affiches le nombre de box disponibles ou pas? Ouais, on fait pareil. Attention, série limitée. Par contre, on ne refait pas la même erreur. Là, on met au stock prêt. Donc on fait un inventaire clean et... Voilà, oui, t'as un vrai stock. Un vrai stock. Ok. Qui décompte en back-office, quoi. Ok. Et plus gros jour de l'histoire de... Plus gros jour de l'histoire d'Un Bon Maillot. On Combien? fait quasiment 100 000 euros en 24 heures. Donc très très cool. Bon, félicitations. Merci. C'est mortel, ça fait longtemps qu'on se parle. Plus d'1 heure. J'aimerais atterrir doucement sur la suite. Donc j'ai compris, d'autres pays. L'Italie qui aura ouvert un site anglais pour gérer l'international. Pas l'Angleterre en direct, mais l'international. C'est très européen et sud-américain le foot, mais il y a des fans partout dans le monde. Ça explose aussi aux États-Unis depuis quelques années. Ils mettent de gros efforts. En Asie, il n'y a pas un marché où il y a un mec qui a un t-shirt du PSG ou de l'Arsenal. Si, de toute façon, c'est des très gros objectifs. Middle East, enfin le Moyen-Orient et les États-Unis, c'est nos 2 marchés un peu cibles dans 1 an et demi. Middle East et les Amériques, enfin Amérique du Nord, etc. Ça, on attend d'être suffisamment gros en Europe pour pouvoir attaquer ces marchés-là et pas se casser un peu les dents. Nous, notre objectif là à court terme, c'est d'être leader incontesté en Europe. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais on veut continuer à asseoir ce leadership pour qu'il n'y ait plus personne d'autre, entre guillemets, qui ait suffisamment de poids pour venir nous embêter. Donc on a objectivé que d'ici 1 an et demi max, on aura atteint nos objectifs européens pour pouvoir aller attaquer États-Unis, Canada, probablement Amérique centrale, peut-être Amérique du Sud et Moyen-Orient. Asie, c'est que mon avis, mais je pense que c'est un peu risqué dans la mesure où malheureusement, sans faire de clichés, je m'en excuse, mais ils ont très très facile à reproduire les maillots. Donc on n'a pas envie de s'y risquer. Mais tu sais que j'avais entendu dire un jour que les clubs laissaient un peu filer ça. Parce qu'en fait, de toute façon, ils n'iraient pas vendre un t-shirt à 80 balles sur un marché à Bangkok. Et qu'au contraire, ça fait de la pub et de la notoriété pour le club. Et que si t'as des mecs qui se baladent avec des t-shirts PSG... j'ai dit Bangkok parce que j'ai acheté beaucoup à une époque quand j'étais jeune de contrefaçon là-bas, que c'était facile. Mais et j'ai entendu dire ça un jour, ouais. C'est vrai? Je pense que ça fait chez Nike, hein, mais évidemment. Mais... Je pense, mais... C'est déjà le cas en France. Hein. Les petits clubs adorent travailler avec nous parce qu'ils savent que des centaines de maillots vont être diffusés un peu partout en Europe. Des clubs de Ligue 2, des petits clubs pro, etc. Donc ça doit être le cas en Asie, j'imagine. Et donc l'international, et quoi d'autre? On a la marque handball qui va sortir. Donc Un Bon Maillot handball, c'est le prochain truc un peu cool. Et puis il y a quelque chose qu'on avait dans les tiroirs depuis plusieurs semaines et on attendait vraiment le bon moment. Mais la rentrée 2024, donc juste avant, nous on voulait être live avant Black Friday et Noël. Mais on va sortir notre petit chouchou, notre petit bébé, Un Bon Maillot vintage. Excellent. Donc, qui est un énorme marché colossal, qui est quasi exclusivement basé que sur l'émotion. Ouais. Ça va être exceptionnel. Et du coup, c'est de la production sur mesure. Le vintage, comment vous faites? On va pas faire de réédition. Nous, on veut que des maillots, des vrais vintage. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nuance entre tous les anciens maillots qui sont reproduits aujourd'hui
et les vrais vintage qui ont 10, 15, 20 ans, etc. Mais comment tu vas faire ton appro ? On peut pas dévoiler tous nos secrets, sinon ça donnerait des idées à nos potentiels concurrents, mais on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir assurer nos... On voulait être prêt pour attaquer ce marché-là, et aujourd'hui on l'est. Ça a pris un peu de temps, mais on l'est. Cool, impatient d'en savoir plus quand vous viendrez faire un catch-up. Merci infiniment, très cool de vous avoir reçus. Alors, Timothée, avec un seul E à la fin, Odin, comme le Odin, comme le dieu nordiste. Le dieu quoi, nordiste, ouais. Et Louis Le Nevé, LE plus loin Nevé, LEVE, sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Évidemment, allez faire un tour sur unbonmaillot.com, unbonmaillotrugby.com, unbonmaillotbasket.com, una buena camiseta. Et Das Best Tricot avec un K, pour voir ce dont on a parlé depuis 1 heure. J'ai pas retrouvé, mais j'ai pas cherché longtemps, je dois dire, la vidéo de Qui veut être mon associé, mais ça doit se trouver quelque part en ligne. Et merci à vous, très cool de vous avoir reçu. Merci beaucoup, c'est très chouette. Et merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt, salut.